Restez avec nous ce mois-ci dans Enquête de région, on prend le ferry et on vous fait traverser la Manche. 3 mois après le référendum sur le Brexit, nous vous emmenons à la rencontre de nos voisins anglais si proches et si loin de nous, normands. Quels liens nous unissent? On en parle tout de suite. Welcome dans Enquête de région et bienvenue à bord du Mont-Saint-Michel, ce ferry qui nous emmène à Portsmouth sur la côte sud de l'Angleterre. Pour débuter cette nouvelle saison, nous avons choisi de nous intéresser à nos voisins d'outre-Manche. 100 petits kilomètres de mer nous séparent et pourtant, nos relations n'ont jamais été simples. Seront-elles plus compliquées demain alors que le Royaume-Uni s'apprête à sortir de l'Union européenne? On en parle dans cette émission. Tout de suite, le sommaire. Pourtant si proche, la Grande-Bretagne n'est pas le premier partenaire commercial de la Normandie. La barrière de la langue n'est pas le seul obstacle pour faire des affaires. Les Anglais sont très pragmatiques. S'ils trouvent un intérêt à la solution, ils investissent et ils y vont. Donc dans la prise de décision, pour nous, c'est beaucoup plus confortable. On sait tout de suite si on les intéresse ou pas. Le Brexit suscite aussi des inquiétudes en Normandie, chez les Britanniques installés dans notre région. Dans un petit village de l'Orne, le Renoir, 3 Anglaises ont décidé de demander leur naturalisation française pour rester dans l'Union européenne. C'est comme si les Anglais avaient oublié les raisons pour lesquelles on a bâti l'Union européenne. Conflits, commerce, tourisme, de Guillaume le Conquérant à la Seconde Guerre mondiale, les échanges entre la Normandie et l'Angleterre n'ont jamais cessé. Retour sur quelques siècles d'une histoire commune, mouvementée. On peut considérer que l'histoire de l'Angleterre va être indissociable de celle de la Normandie. Notre clin d'œil de fin d'émission est anglais. Professeur de français pendant 20 ans, il est aujourd'hui guide et interprète à Portsmouth, une ville qu'il a adoptée et qui, nous dira-t-il, présente bien des similitudes avec certains de nos ports normands. Dans un instant, on va aussi parler de ces liaisons transmanche qui, de tout temps, ont permis aux deux rives de communiquer, mais pas toujours de se comprendre. Clichés et préjugés continuent d'alimenter les relations entre nous, mangeurs de grenouilles, et eux, perfides Albion. Quel genre de voisins sommes-nous, après tout? Élément de réponse dans l'éditorial de François Pesquet. D'un rivage de la Manche à l'autre, l'histoire commence toujours ainsi. Le regard se porte sur le trait de côte, glisse vers la mer, puis se perd au loin en imaginant ceux d'en face, et c'est là que les ennuis commencent. Angleterre, France, 2 nations à la longue histoire commune qui se sont souvent construites l'une contre l'autre et cultivent encore volontiers les idées reçues. D'un côté, bérets, baguettes, grèves récurrentes, fromage, vin, hygiène douteuse, snobisme, orgueil. De l'autre, chapeau melon, veste en tweed, thé à 5 heures, sauce à la menthe, cricket, tempérament réservé, flegmatique, n'en jetez plus, car dans les faits, langue française et anglaise s'entremêlent. Aujourd'hui encore, la devise de la couronne est « Dieu est mon droit », en français dans le texte. Des dizaines de milliers de Français ont choisi de vivre en Angleterre. Plusieurs centaines de milliers de Britanniques se sont installés en France. Et puis dans quel pays les jeunes Français effectuent-ils presque toujours leur premier séjour linguistique? En Grande-Bretagne, bien sûr. Alors à la célèbre phrase de Clémenceau « L'Angleterre est une colonie française qui a mal tourné », nous choisirons plutôt celle de l'auteur irlandais Oscar Wilde qui écrivait « Il est bien difficile de ne pas être injuste envers ce que l'on aime. France-Angleterre, une amitié tumultueuse dont les liens n'ont pas fini de tracer leur sillage dans la Manche. » Et nous voilà au beau milieu de la Manche, partis pour une traversée de 6 heures entre Ouistreham et Portsmouth. Pendant des siècles, le bateau a été le seul moyen de transport entre nous. Aujourd'hui, 5 liaisons quotidiennes relient encore par la mer les îles britanniques et la Normandie. Cette mer nous rapproche et nous sépare à la fois. On va en parler dans un instant avec le commandant de bord de ce ferry. Mais d'abord, on vous donne quelques repères.
Et on commence, Erwan, avec les échanges commerciaux. Contrairement aux apparences, l'Angleterre n'est pas le premier partenaire commercial de notre région. Non, et elle en est même loin. L'année dernière, le Royaume-Uni n'était que le 3e client de la Normandie, avec 8% des exportations. Derrière, l'Allemagne et les Pays-Bas, on y envoie entre autres des produits pétroliers, chimiques et agroalimentaires. Et dans l'autre sens, côté importation, avec 4,5%, l'Angleterre n'était que le 8e fournisseur de notre région. En revanche, les Anglais constituent la première clientèle touristique étrangère dans notre région. Et non contents de venir en visite, certains choisissent de s'installer. Parmi les étrangers possédant une résidence secondaire en Normandie, ils arrivent en tête. De nombreux Normands vivent également outre-Manche. Pour le travail, souvent, on y reviendra. D'autres y séjournent. L'Angleterre est la destination préférée des voyages scolaires. En 2014, 10 500 élèves normands sont allés étudier la langue de Shakespeare. Un mot enfin de la liaison transmanche. Plus de 2 millions de passagers l'empruntent chaque année depuis la Normandie, mais ça ne représente qu'un 10e du trafic maritime global entre la France et l'Angleterre. Mer la plus fréquentée du monde, la Manche est un peu notre patrimoine partagé avec la Grande-Bretagne. Illustration avec une petite histoire des liaisons transmanche. Depuis 25 ans, c'est vrai que je suis un petit peu attaché à cette activité. Je vois les couleurs des bateaux qui changent, mais bon, le lien est toujours là, quoi. De comprendre comment ce qui à la fois sépare, unit, et comment des coutures de l'Europe se sont construites et sont en train de se faire sur cette mer, je crois que c'est ça qui m'a attiré au début. La Manche a de tout temps fasciné les hommes. Une mer qui sépare et à la fois rapproche les îles britanniques du continent, de la Normandie. Une histoire tumultueuse qui débute il y a déjà bien longtemps. Les archéologues nous ont appris, et il y a des traces archéologiques de ça, qu'à moins 5000 ans, on a déjà des échanges. Il y a eu un royaume qui était un royaume anglo-normand, avec Aliénor d'Aquitaine, qui franchissait 2 fois par mois pour administrer son royaume cette mer, qui allait de Canterbury à Angers. L'ancienneté des relations, c'est vraiment quelque chose. C'est le moment des tout premiers itinéraires commerciaux, la conquête de nouveaux territoires, la découverte de nouvelles ressources. Et malgré les guerres, la concurrence fait rage entre Britanniques et Français. Au XVIIe, Le Havre devient 3e port de commerce mondial. Les marchandises et bientôt les hommes traversent régulièrement cette mer. Révolution industrielle oblige, les liaisons s'organisent sur le littoral normand. Cherbourg, Ouistreham, Caen, Le Havre, puis Dieppe deviennent les points de départ de liaisons régulières vers l'Angleterre. Le trafic s'intensifie, bientôt révolutionné par l'arrivée des cars-ferries. 1965, le Villandry accoste bassin Henri IV à Dieppe. C'était des nouveaux grands bacs, maintenant c'est des paquebots presque, mais beaucoup de trafic, voitures, camions et des passagers. Et donc les cars-ferries, c'est le vecteur de plusieurs millions de passages sur cette mer entre les îles britanniques et le continent. Et il n'y a pas beaucoup d'endroits dans le monde où les liaisons sont aussi fréquentes. La Manche est un véritable couloir maritime entre la France et l'Angleterre. Le tourisme a trouvé dans ce courant d'échange de multiples débouchés. Le transport maritime en est bouleversé. La traversée devient alors croisière. Voyager à bord d'un car-ferry aussi moderne que le Léopard représente déjà un agréable prélude à vos vacances. Les ferries se modernisent. 1974, le trafic s'intensifie, les bateaux se construisent sur plusieurs étages. C'est très pratique, je trouve. C'est un bon trait d'union entre la Normandie et l'Angleterre. Bonjour mesdames, bonjour messieurs. Les Normandy Ferries vous souhaitent la bienvenue à bord de Léopard et espèrent qu'au fur et à mesure... L'essor des traversées, stoppé net 20 ans plus tard. 1987, les travaux du tunnel sous la Manche débutent. L'armement SNCF n'est plus, place désormais aux compagnies privées. On a connu l'âge d'or de cette ligne juste après l'arrivée de Stena Line. C'est là qu'on a fait les trafics records. On est monté jusqu'à 1 300 000 passagers dès la 2e année. Et après est arrivée l'ouverture d'Eurotunnel. Et là, le trafic a chuté d'une année sur l'autre, quasiment de 30%. Mais malgré tout, il y a toujours des géants du ferry qui s'y sont intéressés.
La concurrence fait rage. Stena Line, Sealink, P&O, Brittany Ferries, puis d'autres se partageront désormais le gâteau normand. La Manche devient l'espace maritime le plus fréquenté du monde. La compagnie anglaise propose des allers-retours valables 3 jours pour 49 francs par personne. Tant sur mer que sous la mer, c'est très intense. Ça parle à l'imagination, ces chiffres. Un bateau de plus de 300 tonnes entre et sort de cette Manche toutes les 2 minutes et demie. Après de multiples créations et fermetures de lignes, le marché s'est désormais stabilisé. La Manche n'est plus seulement qu'une mer, mais un espace économique à part entière. La question se pose de quand sera-t-il des installations pour la Manche, pour les grands ports du nord de l'Europe. Comment utiliseront-ils la Manche? Bon, on ne va pas faire de science-fiction, mais c'est sûr que dans les 50 prochaines années, il y a déjà des marques aujourd'hui et que ça va aller dans ce sens-là. Inventer de nouveaux ports, concilier toutes les activités avec le trafic maritime, voilà les enjeux à venir dans cette mer depuis toujours et pour longtemps en perpétuelle mutation. Bertrand Cuvillier, vous êtes le commandant de bord de ce ferry, le Mont-Saint-Michel. Merci de nous accueillir. Comment ça se passe, une traversée entre la France et l'Angleterre? C'est toujours aussi paisible qu'aujourd'hui? Alors la traversée sur Brittany Ferries entre Caen, Ouistreham et Portsmouth, donc une des traversées, je dirais, les plus calmes des traversées faites par Brittany Ferries, dans le sens où nous sommes à l'extrême est de la Manche et que le temps et le vent s'atténuent en Manche. Donc, généralement une ligne très calme. C'est une mer très fréquentée. Est-ce que c'est un petit peu comme traverser une autoroute? Alors c'est une mer, oui, fréquentée, très fréquentée. C'est effectivement c'est comme si on coupait une autoroute. Donc avec des règles de priorité, des attentions en termes de navigation qui permettent de naviguer en toute sécurité. Qui est-ce que vous transportez principalement? Principalement, c'est une ligne où on transporte énormément de touristes, tant côté anglais que de français. Ce sont les Anglais qui sont majoritaires? Oui, on a à peu près 85% de clientèle anglaise qui viennent découvrir la France et puis notamment la Normandie. Alors que l'Angleterre va sortir de l'Union européenne, est-ce que les perspectives sont un peu mauvaises pour cette ligne du coup? Aujourd'hui, on a peut-être du mal à mesurer l'influence du Brexit. Brittany Ferries reste optimiste dans le sens où on a une clientèle assez fidèle et on espère qu'elle va continuer à suivre malgré la sortie de l'Angleterre de l'Union européenne. Cette liaison vient de fêter ses 30 ans, elle est toujours aussi nécessaire? Alors c'est une traversée qui marche très bien. Aujourd'hui nous sommes à 990 000 passagers par an. On est près du million, rien que sur la traversée transmanche entre Ouistreham et Portsmouth. Donc oui, effectivement, c'est une ligne qui marche très bien pour Brittany Ferries. La ligne en elle-même, aujourd'hui, on est à 38% de la clientèle de Brittany Ferries passe par Ouistreham. Ça reste donc un vrai pont entre la France et l'Angleterre? Ah oui, tout à fait, oui. C'est vraiment une liaison, un pont, comme vous pouvez l'expliquer, à raison de 6 traversées par jour, 365 jours par an. Donc c'est vraiment, je dirais, une ligne phare de chez Brittany Ferries. Merci à vous, Bertrand Cuvillier. Nous voilà donc à Portsmouth, une ville industrielle au centre d'une agglomération de près d'1 500 000 habitants, en face de l'île de Wight. Nous nous sommes installés sur les quais à 2 pas de la Spinnaker Tower et son panorama incontournable. Par le passé, Portsmouth a été le plus important chantier naval militaire d'Angleterre. L'activité portuaire y reste très importante, elle fait vivre un travailleur sur 10. Et justement, on va parler business dans un instant avec nos invités, une Française et une Anglaise. Est-il possible de faire des affaires avec nos voisins anglais?
certains y sont parvenus. Exemple avec S2F Network, une start-up havraise qui développe notamment des applications mobiles dans un secteur particulièrement prisé des Britanniques, la plaisance. La borne va envoyer au fur et à mesure les informations de consommation électrique pour les différentes prises, d'eau pour les 2 prises d'eau, et tout ça, ce sera stocké en temps réel. C'est-à-dire que nous, au bureau, sur notre écran, on pourra voir en temps réel si telle borne est active ou désactivée. Petite visite du port de plaisance du Havre. C'est en quelque sorte la vitrine de la société S2F Network. Stéphane Millot et Stéphanie de Baselaire présentent les dernières innovations à leurs clients. L'entreprise havraise propose des solutions de pilotage d'infrastructures portuaires à base de Wi-Fi. Elles permettent aussi aux plaisanciers d'accéder à Internet. On ne déploie pas d'équipements technologiques qui n'existent pas. On fait simplement assembler, réutiliser différemment chacun des équipements pour répondre parfaitement aux besoins du port de plaisance. Donc ça passe d'abord par une bonne compréhension du métier du port de plaisance. La PME, fondée voilà 4 ans, emploie une quinzaine de salariés. Son développement a été boosté par un gros contrat outre-Manche. C'est le berceau de la plaisance, l'Angleterre, donc ils sont très, très férus de justement tout ce qui va apporter du service aux plaisanciers. Donc c'est assez, il y a un terrain qui est très, très favorable. Et quand on apporte de l'innovation sur ce marché-là, en Angleterre en particulier, on est très bien reçus. Ladies and gentlemen, good afternoon. Captain Grimaud, his officers and the crew would like to welcome you on board the ship Etretat. On prend le ferry juste au bout de la rue quasiment et puis on peut travailler à notre aise sur le bateau, donc c'est pas du temps de perdu et plutôt reposant par rapport à un trajet en voiture. Quand on va à La Rochelle, on a 5 heures de voiture, c'est beaucoup plus fatigant que le trajet sur le ferry. Ce jour-là, le gros titre au Royaume-Uni, c'est le retrait de David Cameron de la vie politique. C'est lui qui est à l'origine du vote sur le Brexit. Il va y avoir des conséquences déjà à court terme puisque la livre a été dévaluée par rapport à l'euro, donc ça surenchérit nos offres qui sont libellées en euros. Après, dans un deuxième temps, il risque en effet d'y avoir des contraintes par rapport à des barrières douanières, donc des nouvelles taxes, qui risquent peut-être de faire que nos solutions seront moins compétitives que des solutions que les Anglais pourraient trouver sur leur sol directement. Welcome to Chichester, petite ville à une demi-heure de voiture de Portsmouth. C'est la perle du groupe Premier Marina qui détient 8 ports de plaisance dans le sud de l'Angleterre. Ce dernier a souhaité s'engager sur un partenariat d'au moins 5 ans avec la PME normande. Le client anglais parie sur une montée en gamme de ses infrastructures. En plus du Wi-Fi partout dans le port, S2F Network a déployé Internet sans fil dans les nouveaux appartements en location destinés aux plaisanciers les plus fortunés. Please, merci à vous. Thank you. Merci. Cette visite aux Anglais a pour but de vendre de nouveaux concepts. Si l'on partait sur ces éléments, est-ce qu'on doit changer toutes nos infrastructures ou est-ce qu'on peut adapter notre système existant? S2F est un bon exemple de société ayant un fort niveau d'expertise. Elle est très efficace pour trouver des solutions à nos problèmes et ne cherche pas juste à nous vendre des produits. Elle va réellement essayer de définir les besoins de son client afin de lui proposer des réponses évolutives. Ça me paraît être une spécificité des entreprises françaises. Une spécificité qui décidément plaît, puisque les Havrais vont rentrer avec des promesses de nouveaux marchés. Les Anglais sont très pragmatiques. S'ils trouvent un intérêt à la solution, ils investissent et ils y vont. Donc dans la prise de décision, pour nous, c'est beaucoup plus confortable. On sait tout de suite si on les intéresse ou pas. Le marché anglais représente aujourd'hui le quart de l'activité de S2F. Mais c'est aussi une formidable porte d'entrée vers les États-Unis, où la PME normande a signé son premier contrat en avril dernier.
Maureen Frost, vous travaillez à la Chambre de commerce. Avec vous, on va faire un point sur les relations commerciales entre la Normandie et l'Angleterre. Quel est l'état actuel de ces relations aujourd'hui ? De notre point de vue, ici à Portsmouth, la Normandie est un partenaire commercial évident. Pourtant, les échanges ne sont pas si importants, principalement à cause de la barrière de la langue. De nombreux chefs d'entreprise chez nous imaginent que faire des affaires avec les Français va être plus difficile. Ça n'est pas le cas. La barrière est plutôt psychologique, c'est ce que vous dites. Oui, c'est un ressenti davantage qu'une réalité. C'est souvent le cas quand il est question d'export, pas seulement vis-à-vis de la Normandie. Et qu'est-ce que vous faites pour changer ça ? Nous travaillons avec la Chambre de commerce franco-britannique afin de mettre en avant les opportunités pour les entrepreneurs anglais de faire des affaires en Normandie et pour les entrepreneurs normands de faire des affaires en Grande-Bretagne. Et je les encourage vraiment à regarder de près ces opportunités. Il y a également des experts disposés à les aider à dépasser la barrière de la langue. C'est très surprenant parce que, étant voisin, ça pourrait être le partenaire commercial privilégié de la Normandie. Et en fait, on se rend compte que ce n'est pas le cas. Non, ça n'est pas le cas. Et je pense que les chefs d'entreprise font bien souvent ce qu'ils ont l'habitude de faire. Quand ils pensent commerce international, export, ils vont d'abord se tourner vers un pays anglophone. C'est plus facile. Jeanne Duquesne, vous avez fait le choix de vous installer ici à Portsmouth. Vous êtes rouennaise, vous avez fait l'école de commerce de Rouen et votre premier travail, donc, c'est ici à Portsmouth. Pourquoi Portsmouth ? Donc j'ai postulé pour d'autres postes en Asie ou d'autre part en Europe. J'ai cherché un premier emploi dans une structure dynamique et une entreprise qui me correspondait. Et ça a atterri à Portsmouth, voilà. Donc de l'autre côté du ferry, c'est pas très loin de Rouen. Alors si je comprends bien, c'est le hasard en fait. Oui, voilà, j'ai cherché vraiment, j'étais prête à aller n'importe où et je voulais trouver une entreprise où je me sente bien pour mon premier emploi et avec de bonnes perspectives de croissance et d'évolution pour mon job. Et voilà, je suis arrivée ici. Et le fait que ce soit à l'autre bout du ferry de la Normandie, c'est rassurant, c'est la même météo, ça c'est certain, que Rouen. Et c'est assez pratique l'été, il y a beaucoup de connexions. Et puis sinon, il y a toujours, on n'est pas très loin de Londres aussi, avec les accès à l'Europe et à Paris en Eurostar. Donc, et qu'est-ce qui est différent ici en Angleterre ? Quelle est la différence de travailler en Angleterre par rapport à un emploi en France ? Donc j'ai seulement quelques expériences de stage en France, mais c'est plutôt une des structures très décontractées au bureau. Voilà, les managers sont très ouverts avec nous. On est une petite structure, une compagnie qui s'appelle Anglepoise. On fait des luminaires et voilà, on est une petite équipe, mais ça se passe très bien au niveau de la langue. Je suis la seule française au bureau, donc c'est toute la journée en anglais. Et les relations avec la France, elles sont faciles ou pas ? Oui, je pense que c'est comme travailler en province, par exemple, pour des clients qui seraient basés à Paris, parce qu'on a seulement donc, 1 heure de décalage horaire ici. Je travaille essentiellement par mail et par téléphone, et on envoie donc toutes nos commandes par ferry ou par avion selon. Mais les commandes arrivent en 4 à 5 jours au client maximum en France et un peu plus en Europe, mais voilà, ça ne fait aucune différence d'être ici ou en France. Pas de barrière pour vous. Voilà. Maureen, à propos du Brexit, forcément, on va en parler. Quelles sont les perspectives d'avenir par rapport au Brexit ? Pour l'instant, tout est encore très flou. Je crois qu'une fois passée la surprise, car de nombreux hommes d'affaires n'imaginaient pas ce résultat, tout le monde s'est rendu compte qu'il n'y avait pas encore de plan de sortie précis. Du coup, rien ne change à court terme. Alors les affaires continuent comme avant. On attend de savoir ce qui va se passer. Mais est-ce que ça va aider des relations qui déjà manquaient un peu de confiance entre l'Angleterre et la France ? Je pense que ça va plutôt renforcer nos relations commerciales avec la France, car jusqu'à maintenant, les fonds européens encourageaient les entrepreneurs britanniques à commercer plutôt avec certains pays de l'Est. Désormais, tous les pays européens vont se retrouver sur un pied d'égalité dans leurs échanges commerciaux avec le Royaume-Uni. Ça équilibre les choses en fait. Oui, certains sont un peu inquiets pour le moment, mais l'essentiel c'est de saisir les opportunités et nous verrons bien ce qui adviendra. L'avenir le dira. Merci beaucoup.
sommes déplacés de quelques centaines de mètres vers le centre-ville de Portsmouth. On vient de le voir, le Brexit pourrait faire évoluer les relations commerciales entre la Normandie et l'Angleterre. Mais au-delà de ça, 3 mois après le référendum, dans quel état d'esprit se trouvent nos voisins d'outre-Manche et comment envisagent-ils nos rapports demain? Ici à Portsmouth, les électeurs se sont largement prononcés en faveur de la sortie de l'Union européenne, à 58%, un score supérieur à la moyenne nationale. Pour en parler et pour être sûr de bien se comprendre, notre grand témoin est une traductrice. Sarah Griffin-Mason, vous êtes la présidente de l'Association des traducteurs et des interprètes de Grande-Bretagne. Est-ce que vous aussi vous êtes prononcée en faveur du Brexit ? Personnellement, j'ai voté pour rester dans l'Union européenne. Notre association n'a officiellement pas d'opinion politique, cependant la plupart de ses membres ont une opinion sur le sujet. Mais personnellement, moi j'ai voté pour rester dans l'UE et j'ai ressenti comme une déchéance cette perte d'appartenance à l'Europe. Une vraie perte, vous dites? Oui, pour moi c'était comme prendre le deuil. Honnêtement, pendant quelques semaines, les gens avec qui je travaille et moi-même avons eu le sentiment d'avoir perdu quelque chose de très précieux. Parce que vous croyez à l'Union européenne, vous croyez à cet idéal? Oui, j'ai grandi à Bruxelles dans les années 70. L'Europe était un projet naissant, c'était la voie à suivre, l'avenir. Ça offrait une force, une unité que le Royaume-Uni est visiblement assez heureux de quitter. On va y revenir avec vous, Sarah Griffin-Mason. Vous le savez, de nombreux Anglais sont installés en Normandie et beaucoup partagent votre désarroi. Nous avons rencontré 3 d'entre elles qui ont décidé de prendre la nationalité française parce qu'elles croient encore à l'idéal européen. Une belle maison levée au fond d'un vallon. C'était le rêve de ces années londoniennes. Il y a 4 ans, Donna a tout laissé pour acheter ce vieux château. Avec un brin de malice, elle souligne qu'elle en est la première propriétaire britannique depuis le roi Henri Ier d'Angleterre. À l'époque, il s'en était emparé par la force, mais cela remonte au XIIe siècle. C'est ma maison, je n'ai plus rien en Angleterre. Je paie les impôts en France et j'essaie de vivre comme une Française. À Londres, elle tenait un cabinet vétérinaire. Au vieux château, Donna a ouvert 4 chambres d'hôtes, ce qui lui permet de financer les restaurations. C'est sa nouvelle vie, dit-elle. Au départ, ce n'était qu'une maison de vacances, destinée à oublier la grisaille des hivers passés à Londres près de Waterloo Station. Amanda et son mari ont d'abord acheté la vue et la verdure. C'est un potager français, mais avec les légumes anglais. Et cela fait déjà 15 ans qu'Amanda a laissé son travail de secrétaire dans un cabinet d'avocat pour venir vivre ici à l'année. Je profite des belles légumes ici, avec le thon et le bon terre. Et Londres ne vous manque pas? Non, pas du tout. Ils aspiraient d'abord au calme. Richard faisait du business à Hong Kong, à New York. C'était dans une autre vie. Janet et Richard coulent désormais une retraite tranquille. Ils sont au Renoir depuis 25 ans déjà. Je lis beaucoup, mais je lis aussi en français. Vous êtes presque française. Normande. La vie était douce, c'était un exil tranquille. Et puis est arrivé ce jour de juin, cette brisure sortie des urnes, le Brexit. Pour mes amis qui habitent ici, pour tous nos amis, nous étions comme ça pour peut-être 2-3 semaines. Juste incroyable. Une décision, c'était incroyable pour nous. C'est un sujet que j'ai en tête en permanence. Peut-être aussi parce qu'on est ici en Normandie où il y a tous ces vestiges de la guerre. C'est comme si les Anglais avaient oublié les raisons pour lesquelles on a bâti l'Union européenne. Bonjour Nicole. Ah, Donna, bonjour, ça va? Chaque semaine, Donna travaille la langue de Molière, une autre frontière qu'elle entend bien aussi abolir. Alors, vous vouliez dire quoi? Alors, vous avez... Did you travel very far today? Est-ce que tu viens de loin? On était une grande famille, quoi, avec l'Angleterre, et c'est de sortir. Voilà, on s'est écartés, et c'est presque une trahison. Parce qu'on était tellement... on se côtoyait tout le temps, on s'apprécie, et d'un seul coup, il y a cette coupure. Vous avez eu l'impression que le vote était presque tourné contre vous?
Je pense que certaines personnes ressentent un rejet, comme si les Anglais les avaient rejetés. C'est stupide. C'est stupide. Inexplicable. Par dépit, par précaution aussi, Janet a presque aussitôt décidé de devenir française. Je suis allée à la mairie, le secrétaire m'a donné ça, la préfecture l'a envoyé, et puis c'est parti. C'est parti. Ça a été quelque part votre réaction au Brexit? Oui, tout à fait. Oui. C'est-à-dire? Oui, je veux pas faire partie d'un pays si clos, comme ça. Dans le village du Renoir, Janet est une figure, une référence. Secrétaire du comité des fêtes, elle est conseillère municipale. Mais après le Brexit, pourra-t-elle conserver ses mandats? Pour être conseillère, je ne sais pas. Le maire est un peu... Donc c'est une des raisons que je veux être française. Amanda et Donna ont décidé de lui emboîter le pas. Elles veulent aussi devenir françaises pour s'éviter des tracasseries administratives liées au séjour des étrangers et pour continuer à voyager. You have to know the Déclaration des droits de l'homme et du citoyen. Et c'est ensemble qu'elles préparent leur dossier de naturalisation. La Révolution française, la Révolution. Charlotte Corday. Oui, c'est ça. Ouais, Napoléon. Le dossier sera déposé à la fin de l'année quand Donna aura cumulé 5 années de séjour en Normandie. Et cette demande de naturalisation va bien au-delà d'une simple formalité administrative. Le drapeau européen symbolise les... En prenant la nationalité française, Amanda, Janet et Donna veulent d'abord montrer leur attachement à l'Union. C'est très important. C'est très important pour nous. Très important. Nous sommes européens avant anglais. Nous pensons ça. Oui, nous croyons ça. C'est très important. Et pour moi, c'est... Et même le coq approuve. Do it again. Sarah Griffin-Mason, on vous retrouve. Est-ce que vous comprenez le choix de ces Anglaises de prendre la nationalité française? Complètement. Certains membres de notre association sont soit des citoyens européens résidant au Royaume-Uni, soit des citoyens britanniques résidant dans d'autres pays d'Europe. Beaucoup d'entre eux, pour des raisons professionnelles, ont choisi de demander une autre nationalité là où ils le peuvent pour pouvoir continuer à travailler. Donc la même question se pose dans les deux sens? Oui, absolument, oui. Et pourquoi pour des raisons professionnelles? Parce que certains clients ne pourront plus travailler avec des traducteurs et interprètes qui ne sont pas citoyens européens. Donc pour continuer à travailler en Europe, ces traducteurs et interprètes devront avoir la citoyenneté européenne. Par exemple, un Irlandais pourra continuer à travailler dans l'Union européenne, un Anglais, un Écossais ou un Irlandais du Nord ne le pourra pas, à moins d'obtenir une autre nationalité. Qu'est-ce que ça va changer dans votre quotidien, le Brexit? Pour le moment, pas grand-chose, parce qu'il ne s'est rien passé et tout reste très hypothétique. Mais on sent quand même que le Brexit va changer beaucoup de choses. Dans les relations commerciales, pour les impôts, la TVA, les transferts d'argent. Nous allons devoir nous préparer à ces changements et indiquer aux membres de notre association de quelle manière ils pourront continuer à travailler. Et en tant que traductrice? Oui, la plupart de nos membres travaillent un peu partout dans le monde, et notamment avec les États-Unis. Eh bien, même avec les États-Unis, ils devront renégocier leur contrat, car les accords signés avec l'Europe n'incluront plus le Royaume-Uni. À l'université, est-ce que le nombre d'étudiants qui font des échanges avec la France, mais aussi les autres pays européens, est-ce que ces étudiants peuvent diminuer? Ici, à l'université de Portsmouth, beaucoup de nos étudiants viennent dans le cadre du programme d'échange Erasmus. Et ce programme est menacé par les changements à venir. Partout dans le monde, les universités craignent que ça n'entraîne des hausses de frais de scolarité ou la mise en place de visas, et que cela dissuade les étudiants étrangers de venir au Royaume-Uni. C'est un vote qui pénalise les jeunes? Pour moi, c'est très clair. Si vous regardez la démographie du vote, les jeunes n'ont pas voté pour la sortie de l'Union européenne. Ils ont grandi dans une société multiculturelle, dans un monde globalisé, et ils voient la force de l'unité. Est-ce que vous comprenez les raisons qui ont poussé les électeurs à voter pour le Brexit?
Oui, je crois. Cela fait longtemps que je vis à Portsmouth. Ici, une partie de la population pense que son point de vue, ses opinions, ses peurs ne sont pas entendues. Par ailleurs, beaucoup de gens ont voté de façon émotionnelle, sans connaître la réalité des faits. Il faut dire que pendant la campagne sur le référendum, les arguments avancés étaient hors sujet et même bien souvent faux. Est-ce que ça peut changer les rapports entre la Normandie et l'Angleterre, la France et l'Angleterre? Ça ne vous a pas échappé, nous avons une longue tradition de conflits entre Normands et Anglais. Alors, il y aura des changements, bien sûr, mais nous avons aussi une longue tradition d'amitié et d'échanges culturels qui, je l'espère, se poursuivra. Comment est-ce qu'elles vont évoluer, d'après vous, ces relations alors? C'est vraiment difficile à dire pour le moment. Ce qui est sûr, c'est qu'il va y avoir un après-Brexit. Dans certains secteurs, économie, éducation, les échanges vont se poursuivre et se développer comme avant. Mais dans d'autres, c'est sûr, il y aura une rupture. Pensez-vous qu'en France, les gens auraient voté la même chose? C'est possible. Un peu partout en Europe, on observe la montée des nationalismes, y compris dans les pays qui n'ont jamais eu de parti d'extrême droite. Bien sûr, c'est possible. Merci beaucoup. Merci. Sur la place de l'hôtel de ville de Portsmouth. Ce bâtiment d'inspiration néoclassique est l'un des symboles du patrimoine historique de la ville. Nous allons maintenant tenter d'imaginer la suite, l'après-Brexit, avec un conseiller municipal qui connaît bien notre région. Mais avant cela, petite incursion dans le passé. Il y a 950 ans, Guillaume, duc de Normandie, devenait roi d'Angleterre après la bataille d'Hastings. Un événement qui prouve, s'il le fallait, que les relations entre la France et la Grande-Bretagne ont été, à travers l'histoire, tantôt fraternelles, tantôt conflictuelles. La sortie de l'Angleterre de l'Union européenne marquera-t-elle un épisode de plus dans ces rapports mouvementés? Début de réponse en images. La Normandie, l'Angleterre, deux territoires à l'histoire indissociable, deux peuples tour à tour unis, divisés, ennemis ou amis selon les ambitions des puissants, des ducs, des rois, des reines nos ancêtres communs, et ces relations ne datent pas de Guillaume le Conquérant. Déjà à l'époque de Charlemagne, et même on pourrait remonter à l'avant-Charlemagne, il y a des clercs ou même des laïcs qui traversent les deux côtés de la Manche. Mais dès l'an 789, débarquent sur les deux rivages des ennemis venus de Scandinavie, les Vikings. Très vite, les raids s'intensifient. Face à cette menace, en 911, le roi de France signe un traité avec Rollon, le chef des Vikings. La terre concédée prend alors le nom de Normandie pour Northmen, les hommes du Nord. Jusqu'alors, les anglo-saxons résistent avant de subir de nouvelles attaques. La Normandie sert de base arrière. Le roi d'Angleterre, à ce moment-là, qui était Ethelred II, va évidemment reprocher au duc de Normandie d'être inactif face à ces Vikings qui viennent impunément en Normandie. Alors, il lui reproche d'être inactif ou au pire d'être de connivence. Finalement, un accord de paix est conclu. Il sera scellé par un mariage. Descendant de Rollon, Emma, sœur du duc de Normandie, Richard II, épouse le roi d'Angleterre. C'est le point de départ de relations particulièrement étroites entre la Normandie et l'Angleterre. À partir de 1002, on peut considérer que l'histoire de l'Angleterre va être indissociable de celle de la Normandie. Emma devient ainsi la première Normande couronnée reine d'Angleterre. Elle part vivre à Winchester avant de traverser la Manche pour échapper à de nouveaux envahisseurs danois. Donc la Normandie a été véritablement une terre d'exil. Emma, la reine, qui était veuve, et ses deux fils, Édouard et Alfred, sont venus se réfugier en Normandie et ils sont restés pendant 30 ans. Un demi-siècle plus tard, le même Édouard règne en Angleterre. En Normandie, le duc n'est autre que son cousin Guillaume dit le Bâtard. Le trône d'Angleterre lui est promis, mais en 1066, à la mort d'Édouard, un comte anglais, Harold, se fait couronner à sa place.
Guillaume décide de récupérer son dû, débarque en Angleterre, remporte la bataille d'Hastings et devient ainsi le conquérant. Les Anglais n'acceptent pas cette victoire de Guillaume. Et ils n'acceptent pas les Normands. Plusieurs révoltes sont réprimées avec violence. Pourtant, Guillaume assoit son autorité. En grand bâtisseur, il construit près de 100 châteaux et de nombreux édifices religieux. Pendant très longtemps, on a considéré que les Normands avaient apporté, j'ose le terme, la civilisation et donc l'architecture, la décoration des bâtiments en Angleterre. Aujourd'hui, on tend légèrement à réviser cette position dans la mesure où, en réalité, les échanges ont dû être assez féconds, fructueux entre les deux rives de la Manche. Un des symboles, la Tour de Londres, construite en pierre de Caen. Au-delà des matériaux, des Normands et des Anglais s'établissent de part et d'autre de la Manche. Ces échanges seront incessants jusqu'en 1204, date de la défaite des Normands face au roi de France, Philippe Auguste. La Normandie est intégrée au domaine royal, l'Angleterre devient un royaume indépendant. Après la présence normande en Angleterre, l'occupation anglaise en Normandie durant la guerre de 100 ans. La ville de Caen subit son premier bombardement anglais. Le roi d'Angleterre va agir de façon simple, il va s'emparer de l'abbaye aux hommes et il va monter ses canons dans les tours de Saint-Étienne et bombarder la ville pendant 17 jours. À l'issue de quoi, eh bien, les Canets devront se rendre et la ville sera prise. Le siège est aussi terrible pour les Rouennais, mais une fois soumise, la ville est reconstruite. Une ville comme celle de Rouen, par exemple, va beaucoup bénéficier finalement de la conquête, malgré la dureté du siège, puisqu'elle est très bien placée sur le plan commercial. Et ce sont de nouvelles perspectives qui s'ouvrent à elle, vers l'Angleterre, vers les pays du Nord. La présence anglaise aura duré 33 ans. Retour des Anglais 500 ans plus tard, mais pour la libération de la région face à l'occupant nazi. Une victoire au prix de violents bombardements. C'est un sentiment très mêlé. On est heureux d'accueillir l'anglais. C'est à la fois des larmes de joie et des larmes de souffrance que les Normands ont au moment de la libération. Hommage aux libérateurs et à l'histoire millénaire entre la Normandie et l'Angleterre sur le fronton du cimetière britannique de Bayeux. Il est écrit « Nous, vaincus par Guillaume, avons libéré la patrie du vainqueur ». Pour célébrer ces liens indéfectibles, les vétérans anglais et la famille royale se rendent en Normandie pour les commémorations du débarquement. Dernier symbole fort, 2014, le duc de Cambridge et son épouse président la cérémonie d'Aromanches, une première visite officielle en Europe pour celui qui est destiné à régner et qui porte le nom de William, en hommage à Guillaume de Normandie, son illustre ancêtre. Will Purvis, vous êtes City Councillor ici à Portsmouth, en quelque sorte un conseiller municipal, on dirait, en France. Est-ce que vous pensez que le Brexit va ouvrir une nouvelle page d'histoire de nos relations entre la Normandie et la Grande-Bretagne ? Oui, c'est une nouvelle étape. Ici à Portsmouth, nous avons une longue histoire partagée avec la Normandie. D'ailleurs, on peut même dire que nous avons davantage en commun avec des villes comme Caen plutôt que Londres ou Manchester. Nous nous sentons plus proches de nos voisins normands d'outre-Manche. En ce sens, le Brexit est pour moi une nouvelle étape, mais pas un changement profond dans notre relation. Pour vous, ça n'est pas un changement fondamental donc ? Pourquoi ? Non, à l'occasion de ce référendum, le Royaume-Uni s'est prononcé sur des questions qui ont à voir avec l'Union européenne et qui ne concernent pas tous les pays d'Europe. Ici, à Portsmouth, je n'ai pas entendu de propos anti-français ou anti-européens. Nous partageons tant de choses du point de vue économique, culturel. Vous savez, des millions de nos concitoyens transitent chaque année par Portsmouth pour se rendre en France par le ferry. Donc évidemment, il y a cette relation de proximité. Je ne pense pas qu'elle s'arrêtera avec le Brexit. La mairie de Portsmouth est l'une des première en Grande-Bretagne à s'être prononcée en faveur du Brexit avant le vote. Quelles étaient les raisons ?
Notre conseil municipal est encore très divisé sur le sujet. Une partie de celui-ci était en faveur du Brexit et une autre, dont je suis, s'est prononcée contre. Il y avait, je crois, des inquiétudes vis-à-vis de la bureaucratie liée à l'Union européenne, aux possibilités pour le monde des affaires d'obtenir de nouveaux débouchés commerciaux hors de l'Europe. Nous sommes une ville de commerce. Mais par ailleurs, Portsmouth a largement bénéficié de son adhésion à l'Union européenne à travers notre université, nos échanges culturels. Je pense notamment à nos théâtres. Il y a un lien très fort et je ne pense pas que quelqu'un ici ait jamais imaginé le rompre, mais plutôt le faire évoluer en douceur. Alors comment est-ce que la mairie va pouvoir gérer ce changement de relation avec la France, avec la Normandie après le Brexit? Est-ce qu'il y aura des décisions majeures à prendre ici à Portsmouth? Nous allons d'abord devoir rassurer nos partenaires en France, en Europe, en leur expliquant que le résultat du référendum sur le Brexit ne signifie pas que nous sommes désormais opposés aux échanges commerciaux, aux mouvements de travailleurs, à la venue d'étudiants étrangers. Je crois qu'il y a eu beaucoup d'incompréhension. À juste titre, sans doute, des gens en France et en Europe ont pu penser que nous les rejetions avec ce vote. Maintenant, c'est à nous de montrer que ce n'est pas le cas, que nous souhaitons poursuivre nos échanges avec l'Europe et que si des choses vont évoluer, les fondamentaux resteront les mêmes. Alors, vous-même, vous êtes marié à une Française, à une Caennaise. Vous êtes membre également du comité de jumelage avec la ville de Caen, entre Portsmouth et Caen. Ces relations, vos relations personnelles avec la France et les relations de Portsmouth dans le jumelage, est-ce que ces relations vont changer fondamentalement pour vous? Le jumelage de nos villes aura à l'avenir une importance plus grande que jamais parce que nous voulons continuer à développer nos relations commerciales, culturelles et d'une manière générale tous les liens qui ont été tissés au fil des ans entre les habitants de Caen et de Portsmouth. Nous devrons désormais nous investir davantage dans ce jumelage car nous en sommes fiers. Il compte beaucoup pour notre ville. À chaque fois que nous organisons des cérémonies importantes, que nous célébrons le débarquement, nous recevons des élus français. De la même manière, nous nous rendons en France pour ce genre de manifestation. Il faut entretenir ce lien et le développer à l'avenir. Merci à vous, Will Purvis. Thank you. Pour terminer cette émission, nous sommes revenus sur les quais, dans le centre historique de la ville cette fois, à quelques mètres du plus ancien pub de Portsmouth. Et justement, notre clin d'œil de fin est un guide interprète. Andrew Starr a été professeur de français ici pendant 20 ans. On le retrouve tout de suite avec Marie. Andrew Starr, on s'est installé pour la fin de cette émission dans Old Portsmouth, oui, c'est ça. La vieille ville. Comment est-ce que tout a commencé? Tout a commencé il y a un peu plus de 800 ans avec un Normand qui s'appelait Jean de Gisors. Il était à l'époque un ami du roi Richard Ier, Cœur de Lion. Richard est venu ici, il a vu que c'était un bon endroit pour mettre les petits navires. Donc il a donné une charte aux habitants pour construire un petit port. Et donc tout a commencé ici, dans ce vieux quartier de Portsmouth, il y a plus de 800 ans. Et là, on est installé devant The Spice Island Inn. Donc il y a un rapport avec les épices. Pourquoi? Après qu'on a construit le petit port ici, on a commencé à atterrir les épices de l'Orient ici. Et on parle beaucoup du thé, on boit beaucoup de thé en Angleterre. Et on dit que c'était ici, à Portsmouth, que la première tasse de thé a été bue. C'est drôle parce que le commerce du thé, le port, on pense à des villes côtières normandes, des villes portuaires normandes comme Le Havre. Est-ce que vous voyez le point commun? Est-ce que vous ressentez ce point commun? Oui, il y a beaucoup de choses en commun avec Le Havre et les autres ports de Normandie. On atterrit des biens ici à Portsmouth. Toutes les bananes qu'on mange en Angleterre viennent par Portsmouth. Il y a des caféries qui viennent entre les deux côtières, donc au Havre, à Cherbourg, à Caen-Ouistreham et même à Saint-Malo. On peut très bien passer une journée en France très facilement d'ici. Eh bien, les Français viennent ici pour passer la journée ici, pour faire des achats, pour aller voir la ville.
C'est drôle parce que le précédent invité de l'émission nous disait que les habitants de Portsmouth se sentent parfois plus proches des habitants des villes côtières normandes plutôt que des londoniens. Est-ce que vous ressentez ça aussi? Oui, on voit beaucoup de Français qui viennent ici et c'est très facile pour nous d'y aller. Et aussi, on peut très vite faire des achats, n'importe quoi, entre les deux villes. Il y a des gens qui habitent ici qui ont leur propre bateau. Ils vont en France très facilement en ce moment pour y aller. Au-delà du mode de transport, est-ce que le mode de vie aussi se ressemble quand on habite une ville portuaire? Oui, je crois qu'il y a beaucoup de gens qui font de la voile ici. Et font de la planche à voile aussi. Il y a des gens qui vont à la pêche dans la mer. On peut voir qu'on est presque les mêmes gens, mais on parle une langue différente. C'est pour ça. Donc notre principal point commun, c'est peut-être la mer, en fait, au final. C'est ça. Merci beaucoup, Andrew. Vous l'aurez compris, c'est donc encore le grand flou qui entoure la sortie du Royaume-Uni de l'Union européenne. Mais le Premier ministre anglais, Theresa May, devra dévoiler son plan de bataille dans les mois, voire dans les années à venir. Et c'est la fin de cette enquête de région. Merci de l'avoir suivie. Vous pouvez la retrouver sur Internet. N'hésitez pas à réagir sur les réseaux sociaux. Le mois prochain, nous reviendrons sur nos terres normandes avec une question d'actualité. Peut-on vivre ensemble ?